Janeiro, ses plages, Copacabana, Ipanema, son carnaval, une ville mondialement connue qui fut la capitale du Brésil jusqu'en 1960. Une ville pleine de richesses et de cachets. C'est cette mégalopole de 6 millions d'habitants qu'une partie de la délégation monégasque a visité pendant son séjour à Rio. Un détour culturel obligatoire pour les athlètes qui n'ont connu jusqu'alors que les sites olympiques. Direction les lieux incontournables de Rio, à commencer par le Corcovado, qui offre l'un des plus beaux panoramas au monde. Niché à 710 mètres d'altitude, l'imposant Christ rédempteur, une œuvre du sculpteur français Paul Landowski. Impossible de passer à côté de la photo souvenir en imitant la pose du Christ. Retour en ville le long du littoral avec le fameux pain de sucre. Il doit son nom à sa forme si particulière et culmine à 396 mètres au-dessus de la baie de Guanabara. L'ascension s'effectue en 2 temps en empruntant les téléphériques. Au sommet, une vue imprenable sur d'un côté la baie de Copacabana, de l'autre le quartier de Botafogo. Là encore, une vue grandiose qui restera à coup sûr dans les mémoires des athlètes monégasques. En 1980, Monaco avait décidé de ne pas envoyer de délégation aux Jeux Olympiques de Moscou, une décision qui avait failli mettre un terme à la carrière d'Éric Bessy. Mais combatif et déterminé, le judoka monégasque persiste et participe à 2 Olympiades, celle de Los Angeles en 1984 et celle de Séoul en 1988. Outre ses mascottes glanées sur les différents sites, il en garde de nombreuses images en tête. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. Je l'ai appris via le comité olympique, bien évidemment, qui à l'époque était en charge de récupérer, comme cette année, les wildcards que l'on pouvait avoir. Pourquoi les wildcards? Le système de points n'existait pas encore et chaque pays pouvait soit demander une accréditation pour son athlète, soit demander une invitation. Je pense que c'est par le biais des invitations. J'étais déjà assez marri de n'avoir pu participer aux Jeux de Moscou pour des raisons politiques liées à l'Afghanistan et au rapport de force qui existait entre la Russie. Donc j'ai profité de Los Angeles et je peux vous dire, les Jeux Olympiques, c'est au départ un rêve très lointain. Puis on sent qu'on approche d'une certaine réalité et lorsqu'on y est, on se sent tout petit. Comme je l'ai dit, sur la première, on se sent tout petit, rentrer sur un stade avec plus de 100 000 personnes autour de soi, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On sait qu'on est là pour donner le meilleur de soi-même, on veut gagner, même si on sait que c'est pas facile, mais on est là pour ça. Après, l'ambiance était assez phénoménale à Los Angeles. Le peuple américain très investi sur cet événement. Et chaque sortie faisait l'objet d'une myriade de demandeurs d'autographes de toutes sortes qui ne nous connaissaient pas plus que ça. Alors la première, un petit peu sur un nuage, la seconde plus les pieds sur terre, dira-t-on. Dans les 2 cas, je n'ai malheureusement pas pu briller. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne bénéficiait pas des avantages qu'ont nos jeunes athlètes aujourd'hui. Le gouvernement français a fait d'énormes efforts en la matière, le comité olympique aussi. À l'époque, 84, j'étais en vacances de mon travail pour pouvoir faire les Jeux olympiques. En 88, j'ai été dégagé de mes obligations professionnelles, mais les entraînements étaient chacun à sa charge. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on bénéficie de structures mieux, mieux établies. La possibilité de s'entraîner à l'étranger de manière permanente quasiment. Quand je dis l'étranger, je pense évidemment à l'INSEP ou à l'Institut national du judo en France, puisque c'est là que se trouvent les meilleurs judokas d'Europe, je dirais. C'était un rêve, mais déjà en 80, c'était devenu une réalité. Je voyais le niveau, aussi modeste soit-il, que mon niveau monter. Je sentais que j'avais le potentiel pour affronter ces adversaires que je rencontrais par ailleurs au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Mais il est vrai que quand on veut quelque chose, on met tout en œuvre pour y arriver. Ensuite, le tirage au sort, la forme du jour, la forme de l'adversaire le jour J, tout cela sont des variables qu'on ne peut pas maîtriser. On a vu récemment d'ailleurs Lavillenie qui a raté 3 essais à la perche alors qu'il était 30 cm en dessous de son record du monde. C'est un pari, il faut essayer d'être prêt au jour J, d'organiser son entraînement pour ça. Après, les aléas du sport sont ce qu'ils sont. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti les valeurs olympiques. Ce que j'ai pu ressentir, c'est une fête, c'est un endroit où tous les sportifs se parlent, où il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de guerre politique. Les athlètes sont ensemble, ils se voient, ils se connaissent et ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur l'aspect des valeurs, le judo nous donne suffisamment de valeurs à respecter, le respect, le courage, la modestie, et j'en passe, le contrôle de soi aussi. Donc c'est pas tellement sur les valeurs du sport, puisqu'on est formé et formaté un petit peu dans ces valeurs tout au long de notre vie de judoka, mais c'est l'ambiance qui règne entre les athlètes. Il n'y a plus un Russe, il n'y a plus un Albanais, il n'y a plus un Marocain et un Monégasque. Il y a 4 judokas qui sont là, qui discutent et quand ils sont sur le tatami, évidemment, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je suis toujours resté dans le club. Je suis toujours resté dans le bureau, puisque aujourd'hui, et depuis le décès de M. Gérard Bertrand, j'occupe les fonctions de président de la Fédération monégasque de judo, pour le moment en tout cas, jusqu'aux prochaines élections du mois d'octobre prochain. Quant à mon fils, il a pris le virus à 5 ans, et je l'avais amené voir des copains qui combattaient sur Saint-Laurent-du-Var. Il a voulu enfiler un kimono, on lui a donné un kimono 3 fois trop grand pour lui. Il a dû retrousser les manches et retrousser les pantalons. Et il a fait 3 petits combats d'enfants de 5 ans à l'époque, qu'il a gagné. Et donc il a pris le virus par là. Et puis effectivement, c'est vrai que je l'ai un petit peu au départ guidé, poussé pour qu'il aille dans ce sens. S'il le veut, et s'il en a le courage, il peut repartir pour les prochains Jeux. Ce serait super et je serais très fier s'il pouvait faire les prochains Jeux. Mais c'est sa vie, il a 25 ans, c'est un adulte, c'est lui qui verra. Alors s'il y avait un souvenir, ce serait d'abord 84 et je dirais l'entrée dans le stade olympique en 1984. Ce fameux stade, ce fameux Coliseum de Los Angeles? Tout à fait. Et où j'ai pu côtoyer d'autres sportifs, d'autres sports, Steffi Graf. J'ai pu voir Griffith Joyner en 84 et en 88.
une progression foudroyante dans sa façon de courir. 3e à Los Angeles, vainqueur avec grande facilité à Séoul. Mais l'image la plus forte, c'est l'entrée dans le Coliseum et se dire « mais qu'est-ce que je suis petit, qu'est-ce que je suis venu faire là ?» Une pluie d'étoiles filantes juste au-dessus de nos têtes. Le mois d'août est souvent propice à ce type de phénomène, même si l'on peut en observer toute l'année. Et quoi de mieux pour contempler ce spectacle naturel que de se rendre à l'Astrorama de la Trinité, situé au cœur du parc départemental de la Grande Corniche, à 650 mètres d'altitude, près du col d'Èze. Ici, pas ou peu de pollution lumineuse. Mais avant de s'installer dans la pénombre et tenter d'observer ces étoiles filantes, les membres de l'Astrorama proposent de nombreuses activités au public. C'est une soirée ciel ouvert, donc on fait des soirées ciel ouvert tous les soirs, du mardi au samedi, en été, et les vendredis et samedis soirs hors saison. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la médiation scientifique, donc on propose aux gens de savoir comment lire le ciel, comment découvrir le ciel, qu'est-ce qu'il y a à y voir. On parle aussi d'astronautique, comment fonctionne une fusée par exemple. Donc on va faire quelques démonstrations, on va faire des animations, donc c'est grand public. Et l'objectif, c'est que les gens repartent d'ici en sachant ce qu'il y a dans le ciel. Les heures passent, le soleil tire peu à peu sa révérence pour laisser place à l'obscurité. En attendant, dans les lunettes, en prime, on peut également observer Mars et Saturne, une soirée exceptionnelle à plus d'un titre. Alors ce soir, c'est les seins des Perséides, donc le maximum, c'est ce soir, donc la nuit du 12 au 13. Alors les étoiles filantes, ce sont des grains de poussière qui ont été laissés par des comètes. Donc la Terre passe dans cette traînée de poussière et en quelque sorte elle fait voiture-balai, c'est-à-dire qu'elle récupère les poussières qui passent dans l'atmosphère. Lorsque les poussières passent dans l'atmosphère à très grande vitesse, ça se met à chauffer et quand ça se met à chauffer, ça se met à briller. Alors ce qui se met à briller, c'est l'atmosphère, c'est l'air. Les poussières, elles sont très petites, donc on ne les voit généralement pas. Et c'est ça le phénomène d'étoiles filantes. Et comme il y en a beaucoup qui ont été laissées par la comète, ça fait des pluies d'étoiles filantes. Donc celles-ci, elles sont assez spectaculaires déjà, elles se passent en été, donc il fait bon et on aime bien sortir. Mais c'est aussi, effectivement, il y en aura 100 par heure a priori, de ce que j'en sais, à peu près, hein, c'est une moyenne, dans le ciel ce soir. J'espère qu'il va tomber sur ce grain de sable. Donc c'est à peu près... Ça y est, la nuit est véritablement tombée. Le public venu pour l'occasion, environ 200 personnes, s'installe dans le champ avec des couvertures ou une petite laine. Il fait frais, même en plein été. Place à la contemplation. De mon balcon, il y avait un peu trop de lumière, donc c'est plus pratique de venir ici dans l'espace, dans un espace un peu plus ouvert. Le cadre, il est juste magnifique. C'est très chouette, ouais. C'est très convivial. Belles étoiles, belles explications, c'est très sympa. Ça permet d'initier la petite aussi, qui puisse découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le ciel, parce que c'est vrai que souvent on les voit, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu là ce soir? J'ai vu des étoiles filantes. Et puis, tu as vu autre chose? Non. Si, dans les télescopes, t'as vu quoi? Les planètes. Bon, on a vu Saturne, Mars, la Lune et là, quelques étoiles filantes. Moi, j'en ai vu 2. Je sais pas, les enfants, vous en avez vu? Une. Voilà. 6. Sinon, peut-être pas. Non, j'y crois pas trop. 3. Qu'est-ce que tu as vu là ce soir? Des étoiles filantes et Mars et Saturne. Mars et Saturne et la Lune. Qu'est-ce que ça te fait là d'être là, tout simplement? Je suis fatiguée. Bonne nuit alors. Une observation jusqu'au bout de la nuit. Il suffit de lever la tête vers le ciel. Même si avec une caméra cela ne donne rien, les spectateurs ont pu apprécier le spectacle. L'Astrorama de la Trinité n'a pas que cette soirée de prévue dans l'année, loin de là. De nombreux rendez-vous sont au programme. Le prochain, ce mercredi 17 août de 19h à 23h, avec pour thème « Compter les étoiles ». Le jardin d'éveil, situé sur la plage du Larvoto. Cette crèche change de nom et de fonction l'été et s'appelle le Mini-Club. Il est destiné aux jeunes de 3 à 12 ans. Le Mini-Club est géré par la section Petite Enfance du service d'action sociale de la mairie. Une 50aine d'enfants sont présents chaque jour. De nombreuses activités leur sont proposées. Les équipes de la mairie ont à cœur de proposer un programme d'animation riche. Donc on a des activités très ludiques comme la Zumba, l'apprenti chimiste, la chasse au trésor.
Et puis d'autres activités plus originales, je dirais, avec des partenaires, donc des activités ludiques de sensibilisation. Par exemple, les risques face au soleil, avec la Croix-Rouge monégasque qui vient aider à la fabrication de crème après soleil. Et puis aussi la sensibilisation au tri sélectif avec la SMA. Aujourd'hui, au programme pour les plus jeunes de 3 à 6 ans, une sortie au parc Princesse Antoinette. Et pour les plus grands, âgés de 6 à 12 ans, direction le centre de la Terre, ou plus exactement une sortie dans la grotte du jardin exotique. C'est une visite qui est intéressante pour les grands comme pour les enfants, puisqu'elle est nécessairement guidée, donc on peut en profiter pour acquérir aussi des connaissances de base sur l'anthropologie, sur la géologie, enfin sur toutes ces disciplines qui peuvent vraiment susciter l'éveil des plus jeunes. C'est réellement une sortie pédagogique. À 100 mètres d'altitude s'ouvre une cavité souterraine aménagée pour les visites. Il faut descendre 300 marches pour arriver pratiquement jusqu'au niveau de la mer. On est en train de visiter une grotte. Qu'est-ce que tu en penses ? Que c'est vraiment très bien. Que c'est joli. On peut apercevoir quelques stalagmites et stalactites. Et ça fait découvrir la grotte et c'est bien. Stalactites, stalagmites, ces enfants auront pu visiter un lieu habité il y a des milliers d'années par des hommes préhistoriques. Ces jeunes auront certainement une multitude de choses à raconter ce soir à leurs parents. L'Academia Fine Art, établie à Monaco depuis l'an 2000, se consacre en grande partie aujourd'hui à l'organisation de ventes aux enchères publiques. Ce jour-là, ce sont des objets d'art, de décoration, des sculptures et des tableaux anciens qui sont mis en vente. C'est une vente courante, donc une vente classique d'art et d'antiquité, où justement, dans ce genre de vente, on peut venir chiner, découvrir, chercher un lot dans lequel on peut être intéressé, faire des découvertes aussi. C'est le genre de vente où on trouve un peu tout, donc du panneau du XVe siècle allemand ou italien à une très belle lampe des années 1960 ou des vases de Gallet, de Lalique, des vases de Murano. Disons, on peut trouver un petit peu tout. Au total, 226 lots sont proposés au public. La vente commence par la lecture des conditions de vente, c'est-à-dire les moyens et les modalités de porter les enchères ou encore les frais et modalités de paiement. Il y en a pour tout le monde et pour toutes les bourses. Ce sont des prix donc accessibles par rapport à la valeur intrinsèque de l'objet. Ce sont des prix qui ont été estimés par nos experts avec, si vous voulez, une base d'estimation tout à fait juste par rapport au prix du marché. Donc ce n'est pas des prix, si vous voulez, qui peuvent être légèrement chers par rapport à un marché qui peut, par rapport à des modes ou autres, être susceptible d'être légèrement un petit peu haut. Donc ici, ce sont vraiment des vrais prix, des vraies valeurs de vente aux enchères. Donc c'est là où on peut se faire plaisir à acheter vraiment une œuvre juste à un prix juste. Le premier lot mis en vente est ce vide-poche. Il est estimé à 150 €. Il sera adjugé 300 €. Les enchères se font en salle ou en ligne sur Internet, mais elles peuvent se faire aussi par téléphone. C'est le cas pour ce vase de 1930, estimé à 180 € et adjugé 280 €. Il y a un rêve que tous partagent, celui de faire la bonne affaire. Tous souhaitent l'emporter pour s'approprier l'un de ces trésors, des objets qui ont eu plusieurs vies, parfois de nombreux propriétaires au fil des années. Dans cette salle, de potentiels acheteurs prêts à débourser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros afin d'obtenir un tableau, une sculpture ou un vase. Le record revient à 2 tableaux adjugés 18 000 € chacun. Le dieu de la soul, un surnom qui était prêté à l'un des plus grands artistes américains, initiateur du funk, à la fois musicien, chanteur, auteur-compositeur, danseur et même producteur. Je veux bien sûr parler de James Brown. Sa musique était à l'honneur à l'occasion d'un concert sur le quai Albert Ier. Un véritable show a été proposé au public. Il s'agissait d'ailleurs de l'un des derniers rendez-vous proposés par la mairie de Monaco dans le cadre des musicales estivales.
Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.